Le crâne numéro 317, ça sonne clinique, n'est-ce pas? Juste un numéro, une étiquette. Mais derrière cette désignation, eh bien, il y a toute une histoire. Il y a une vie et il y a surtout une tragédie qui est restée dans l'ombre pendant bien trop longtemps. Alors allons-y, on plonge ensemble dans ce récit. On se transporte en 1905. L'endroit, c'est la Namibie. On imagine tout de suite la chaleur écrasante, le soleil qui tape, le désert à perte de vue. C'est là, dans ce décor aride, que commence une histoire de désespoir absolu. Et au milieu de ce néant, il y a un homme qui marche. Il s'appelle Kawanjira. Il est du peuple Herero. Chaque pas est une souffrance. Il n'a plus rien, ni eau, ni chaussures, et pire que tout, plus aucun espoir. Voilà, cette première partie, elle se concentre vraiment sur lui, sur cet homme, avant que son histoire personnelle ne soit complètement aspirée par la grande histoire, celle d'un massacre planifié. Et ce qui est terrible à imaginer, c'est ce qu'il a laissé derrière lui, ou plutôt ce qui n'existait tout simplement plus. Son village, rayé de la carte, ses troupeaux, disparus. Et même les champs, vous savez, le cœur de sa culture, plus rien, le silence total. Il ne restait que des corps. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il faut bien comprendre que ce n'était pas un hasard, ni une bataille qui aurait mal tourné. Non, c'était une politique, c'était un ordre, l'ordre d'extermination. Voilà les mots. Noir sur blanc. C'est l'ordre officiel de l'armée coloniale allemande. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. La froideur de cette phrase, elle est glaçante. Elle ne laisse aucune place au doute. C'est un appel au meurtre de tout un peuple, sans exception. Le désert lui-même est devenu une arme, une immense prison à ciel ouvert. Impossible de s'enfuir. Les puits, la seule source de vie, ont été empoisonnés. Les chemins pour s'échapper, bloqués. Pour les rares survivants comme Kawanzira, le piège s'est refermé. La capture, les chaînes, et puis l'enfer des camps de concentration comme celui de Shark Island, où la maladie et le travail forcé finissaient le travail. Et c'est là que l'histoire bascule dans quelque chose d'encore plus sinistre. Parce que la mort de Kawanjira, ce n'est pas la fin. C'est le début d'une transformation abominable, celle d'un être humain en objet. La procédure est d'une froideur méthodique, presque administrative. On coupe la tête, on nettoie le crâne, comme un spécimen pour un musée. On l'emballe précautionneusement pour l'envoyer en Europe. Ce détachement clinique est peut-être ce qu'il y a de plus terrifiant dans l'horreur de l'acte. Et voilà, le point final de la déshumanisation. Kawanjira n'a plus de nom. Il est le numéro 317. Toute son humanité, sa vie, son histoire, effacée, remplacée par une description digne d'un catalogue. Bon état. Le voyage macabre de ce crâne continue. Il traverse la mer, il arrive en Allemagne. Et là, son histoire entre dans une nouvelle phase. Une phase longue et silencieuse. Celle d'un laboratoire. Mais pourquoi? Pourquoi collectionner ces crânes? Pour la science, soi-disant, mais en réalité pour une pseudo-science. Le véritable objectif, c'était de mesurer, de classer ces restes humains pour tenter de prouver des théories racistes. Le corps de la victime devenait ironiquement la preuve pour justifier l'idéologie de son bourreau. Ce qui est absolument vertigineux ici, c'est la durée de cet oubli. Pendant plus d'un siècle, le crâne 317, et tant d'autres, est resté sur une étagère, anonyme, un simple objet d'étude dont l'histoire avait été complètement effacée. Il aura fallu attendre 2018, plus de 100 ans plus tard, pour que ce silence commence à peine à se fissurer. Parce qu'aujourd'hui, ce crâne n'est plus juste un os. Il est devenu autre chose. Il est devenu un témoin silencieux dont l'histoire, enfin, on commence à l'écouter. Et oui, 2018, c'est un tournant. L'Allemagne commence à reconnaître sa responsabilité et entame le processus pour rendre ces restes humains à la Namibie. Des cérémonies ont lieu, des excuses officielles sont prononcées. C'est une reconnaissance, bien que très tardive, de l'atrocité qui a été commise. On a suivi le parcours d'un seul homme. Maintenant, il faut prendre du recul et regarder ce chiffre. 80%. C'est le pourcentage du peuple Herero qui a été exterminé. Ce n'est pas juste une statistique, c'est une quasi-disparition. C'est une culture, un peuple décimé. Voilà pourquoi il faut mettre le bon mot sur ce qui s'est passé. Ce n'était pas juste une guerre coloniale particulièrement brutale. C'était un génocide. D'ailleurs, les historiens le considèrent comme le tout premier génocide du XXe siècle, une sorte de répétition macabre pour les horreurs qui allaient suivre. Et c'est là qu'on voit toute l'évolution du statut du crâne 317. Ce qui était un objet pour une science raciste est devenu une pièce à conviction. Ce qui n'était qu'un numéro dans un inventaire est redevenu la mémoire de tout un peuple. Le symbole d'une idéologie de haine est devenu un puissant témoin pour qu'on n'oublie jamais.
Cette phrase, elle résume tout, je trouve. Le parcours du Crâne 317, c'est exactement ça. Même après un siècle passé dans une boîte, un siècle de silence, la vérité a fini par trouver une fissure pour respirer à nouveau. Et ça nous laisse avec une question, non? Combien d'autres histoires comme celle-ci attendent encore dans le noir, juste que quelqu'un ouvre la boîte pour que leur vérité puisse enfin respirer?